Alors si on écoute tout le temps que les conneries, que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère. Ben voilà, dans ce champ, on a des pains de maïs exceptionnels. Voilà. La terre, elle a mis des milliers d'années à se faire et eux, en 6 mois de temps, ils vont vous bétonner tout ça et après c'est irréversible, c'est fini. Vous aurez votre béton et après c'est fini. Je peux même pas expliquer ce que ça fait, c'est horrible, c'est horrible. Le peuple américain vient de se prononcer. Il a élu Donald Trump président des États-Unis. Je le félicite comme il est naturel entre deux chefs d'État démocratiques. J'ai une pensée pour Hillary Clinton, avec laquelle j'ai eu à travailler durant la présidence Obama. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. It'll get cooler, it'll get warmer, it's called weather. Climate change is such a consequential crisis to everybody in the world. I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money. There's a huge economic opportunity that goes hand in hand with climate change. We can be the clean energy superpower of the... I, George Walker Bush, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. That I can get something positive done on behalf of the people. That's what the question in this campaign is about. It's not only what's your philosophy and what's your position on issues, but can you get things done? And I believe I can. All right. What about the Dental Norwood bill? Au bout d'une petite dizaine d'années de mesures, on voyait le processus qui était en cours. Je lui demandais un jour comment il se faisait que la courbe montait et descendait chaque année. Et il m'expliqua que si on considère la masse continentale, on constate qu'elle est bien moins importante au sud de l'équateur. La grande majorité des terres se trouve au nord, et la plus grande partie de la végétation est au nord de l'équateur. Donc, quand l'hémisphère nord est incliné vers le soleil, comme c'est le cas pendant notre printemps et notre été, la végétation pousse et absorbe du gaz carbonique. Ainsi, le taux de CO2 dans l'atmosphère baisse. Mais lorsque l'hémisphère nord est incliné de l'autre côté, en automne et en hiver, les feuilles tombent et dégagent du CO2. Et donc, le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente de nouveau. C'est comme si, une fois par an, la Terre inspirait et expirait. The U.S. has been the biggest emitter of greenhouse gases in history. You're a fossil-addicted country. We are doing more investment in solar today than the U.S. is. Half the people in office still don't believe in climate change. Why do you think there is such opposition about the science? I think it's politics. People are so arrogant to think they can change climate. The environmental issues have become the biggest reason for mass demonstrations. But we want to hold them accountable. This is the most important issue of our time. Question is, can we change our course in time? You need 100 gigafactories to transition to sustainable energy. That would make the United States, the whole world. The whole world. All energy. That sounds manageable. Politicians do what the people want them to do. Once the American people are convinced, the politicians will fall in line very quickly. If we keep pushing, there's no reason why we can't solve this problem. The world is now watching. We ask you to protect it. Are we and all living things we cherish our history? It'll get cooler, it'll get warmer, it's called weather. Climate change is climate change is climate change is climate change is
cœur du désert, les palmiers de Aïd Ben Omar abritent un petit paradis grâce à des kilomètres de canaux qui abreuvent les plantations, un système d'irrigation millénaire et communautaire. Chacun a de l'eau pendant quelques heures et chacun prend son tour. Si j'ai l'eau à 6 heures du matin, après ce sera à 6 heures du soir. Benjelil a donc droit à 9 heures d'eau tous les 13 jours, à peine suffisant pour cultiver ses champs et gagner sa vie. On ne gagne pas assez. En un an, tu gagnes 500 €. C'est pas assez pour un jeune aujourd'hui. Alors, il part chercher du travail ailleurs. Les jeunes qui émigrent fragilisent le système traditionnel de gestion de l'eau. Faute de main-d'œuvre, des champs entiers sont laissés à l'abandon et envahis par le sable. Quelques kilomètres plus loin, la situation en est dramatique. Manque d'entretien des canaux d'irrigation, pompage excessif et anarchique ont épuisé la nappe phréatique. La cause essentielle et principale, c'est le comportement humain. Avec l'immigration, les gens ils sont revenus avec de l'argent, ils ont investi dans le motopompage. C'est cet motopompage excessif sauvage qui a abouti à l'exploitation presque totale de la nappe. Mais de nouvelles techniques d'irrigation apparaissent. En 2005, cet agriculteur a été le premier à expérimenter un système de goutte à goutte. Avec le système d'irrigation traditionnel, on perd beaucoup d'eau par évaporation. Grâce au goutte à goutte, j'économise 2/3 de l'eau disponible. En à peine 2 ans, son investissement a été rentabilisé et sa production augmentée. Un succès qui permet d'envisager le maintien de l'activité agricole dans ce milieu fragile. Dernier rempart contre la désertification, les oasis jouent un rôle crucial dans l'équilibre environnemental de la région. Dans cette ferme proche de Tamoun, un village du nord de la Cisjordanie, tous les ouvriers ont un point commun. Ces Palestiniens ont travaillé une bonne partie de leur vie dans les colonies israéliennes. Comme près de 30 000 de leurs compatriotes, c'est là qu'ils ont été formés. L'expérience est valorisante, la paye souvent bien meilleure, mais la plupart d'entre eux sont contents d'en partir. Mahmoud a travaillé 20 ans pour des colons. En 2000, j'ai commencé à chercher un autre travail avec des Palestiniens. Le travail avec les colons devenait trop dur. Sur le chemin pour y aller, et même au travail, on était maltraités tout le temps. Depuis 2009, l'autorité palestinienne a lancé une campagne de boycott du travail dans les colonies avec pour objectif son interdiction totale. Impossible, répliquent les syndicats, tant que du travail n'est pas créé en Cisjordanie. Qu'à cela ne tienne, Abou Dargham propose cette alternative dans sa ferme, un geste que les autorités locales apprécient. C'est la première fois que nous avons une agriculture si moderne en Palestine. On a vraiment envie que ce soit un succès car nous devons couvrir de fleurs le marché local. Un marché local en pleine expansion car les produits venant des 120 implantations juives de Cisjordanie sont boycottés, mais les initiatives comme cette ferme sont encore rares et loin d'être assez nombreuses pour donner du travail à tous les Palestiniens. Dans les territoires occupés, le taux de chômage avoisine toujours les 20%. Le désert d'Atacama, au nord du Chili, c'est le plus aride au monde. La dernière fois qu'il a vraiment plu ici, c'était en 2005, pendant 3 heures seulement. Ricardo s'en souvient. C'est le porte-parole des 2500 agriculteurs de San Pedro, une des rares oasis au milieu du désert, grâce à ce petit cours d'eau. Mais aujourd'hui, il est inquiet. Avant, le débit était de 850 litres par seconde, il y a 20 ans de ça. Aujourd'hui, il est de 400. Quand j'étais enfant, il pleuvait beaucoup et le débit était beaucoup plus puissant. Mais ces 4 dernières années, il n'a pas plu une seule goutte. C'est grave. Dans cette oasis, le tourisme a explosé ces 20 dernières années. 120 000 visiteurs par an. Et l'eau se fait de plus en plus rare. Alors certains essaient de ménager l'environnement, comme ici, à l'hôtel de luxe Tira Atacama. Le jardin potager est alimenté par du compost organique. On récupère les eaux usées pour arroser les plantes. Et un consultant anglais a même été recruté pour réduire les dépenses en eau. Nous avons changé une partie de notre système hydraulique. Avant, on employait un système appelé microjet qui utilisait 49 litres d'eau par heure et par mètre. Mais à présent, notre système d'irrigation n'utilise plus que 4 litres par heure. Mais la conscience écologique est encore loin d'être la priorité des Chiliens. Alors pour faire changer les mentalités, l'Office des forêts locales emmène de jeunes collégiens prendre l'air 1 fois par mois dans ce petit bosquet pour les sensibiliser aux problèmes de l'eau notamment.
L'eau arrivait jusqu'en haut avant, et regardez où elle est maintenant. Le plus important, c'est l'éducation à l'environnement, sensibiliser les gens. Parce que si on n'y arrive pas, ça va mal se terminer. Et l'urgence est là. Dans certaines zones de la région, le désert avance de 400 mètres par an. Dans sa ferme située à une trentaine de kilomètres de Bamako, Oumar Diabaté, agronome et vétérinaire de formation, pratique depuis une dizaine d'années l'agroécologie. Un concept basé sur le respect des écosystèmes qui permet d'obtenir des rendements élevés malgré l'aridité des sols du Sahel. Donc, au fur et à mesure que tu bimes, au fur et à mesure tu enlèves les herbes. Au début, ce n'était pas facile de montrer ça aux agriculteurs parce qu'ils pensaient que j'avais autre chose, une autre notion que j'utilisais, une notion sûrement maraboutique que j'utilisais parce que le sol que j'avais acheté ici, c'est un sol qui était très pauvre, l'herbe ne poussait même pas. Dans le jardin d'Oumar, aucun produit chimique n'est utilisé. Compost et fumier font office d'engrais naturels, et pour maintenir la fertilité du sol, Oumar pratique la rotation des cultures. En guise d'insecticide, il associe à ses pieds de tomates une plante soigneuse. La tagette, non seulement il fait attirer les insectes sur les fleurs, les insectes ravageurs et autres, donc ça permet à la tomate de pousser très tranquillement. Mais en même temps, la tagette produit jette des dégâts de substances nématocides dans le sol, donc il nous permet de lutter contre les nématodes qui parasitent la tomate à partir de la racine. La mixité culture-élevage permet de recycler les déchets animaux comme fertilisants et d'utiliser les mauvaises herbes et autres résidus végétaux pour nourrir les bêtes. La production d'Oumar est récoltée 2 fois par semaine et livrée directement à ses clients réguliers. Et chez les Diabaté, on travaille en famille puisque c'est Fatoumata, la femme d'Oumar, qui est chargée de préparer les paniers qui seront acheminés aux 4 coins de Bamako. Dans ce paysage aride de pierres et de sable, seules les motos parviennent à circuler. Youssef est agriculteur et ses champs sont situés à la bordure de la Palmeraie, dans une zone où le sable fait des ravages. Avant de mettre le fourrage à sécher ici, il n'y avait pas de sable. Mais juste après qu'on l'ait déposé, il y a eu quelques jours de vent. Et vous voyez le résultat, le fourrage est maintenant couvert de sable. Le changement climatique aggrave la désertification et l'ensablement est l'un de ses symptômes. Dans cette région au sud-est du Maroc, c'est un combat au quotidien. Avant que les gens ne s'installent ici pour faire de l'agriculture, il y avait des dunes de sable. Le fait de cultiver permet de diminuer l'ensablement. En revanche, le problème est que si tes voisins ne cultivent pas et ne plantent pas des arbres pour faire obstacle au vent, alors le sable revient. C'est là toute la complexité du phénomène. Lutter contre l'avancée du désert exige de travailler main dans la main avec l'ensemble de la communauté. Mais la migration des jeunes vers les villes et la perte des savoir-faire ont perturbé les modes de fonctionnement traditionnels. Ici, Youssef avait planté une vingtaine de palmiers, seuls 2 ont survécu. Quant aux arbres fruitiers, la plupart sont morts, étouffés par le sable. L'importance de ce système oasien-là, c'est qu'il joue un rôle, non pas seulement d'équilibre à l'échelle locale, mais à l'échelle du globe terrestre. C'est-à-dire, si ce système-là oasien disparaît, automatiquement la désertification va monter vers le nord du Maroc, et puis vers l'Europe, etc. Youssef ne bénéficie d'aucune aide de l'État pour cultiver dans ce milieu hostile. C'est avec leurs faibles moyens que jour après jour, lui et sa famille tentent vaille que vaille de repousser l'avancée du désert. La 3e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie. D'importantes questions liées à la gestion de l'agence, notamment les ressources financières et les questions juridiques, seront évoquées. À mi-parcours, les parties prenantes tirent un bilan satisfaisant des actions menées jusque-là. Quand on regarde aujourd'hui les superficies qui sont plantées, nous avons fait une évaluation au niveau des différents blocs. Le taux de réussite varie entre pratiquement 50 à 65% ou bien 63%. Et je pense que c'est un taux qui est important pour nous en matière de plantation. Quand le taux est atteint ce niveau-là, on peut dire que vraiment c'est une réussite.
La zone de la Grande Muraille Verte enregistre une perte annuelle du couvert végétal atteignant 1 800 000 hectares et une réduction considérable des terres arables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on note une dégradation avancée de la fertilité du sol à cause de la sécheresse. C'est pourquoi les États comme la Mauritanie développent des stratégies afin de s'adapter et limiter les dégâts. Il y a à peu près 750 000 plants qui sont déjà produits au niveau de la pépinière tout seul et qui vont être plantés au niveau de la centre verte et au niveau du milieu urbain. Donc cette action est en cours. Il y a d'autres actions qui ont été menées au niveau du littoral pour protéger la ville de Nouakchott contre les incursions marines. Actuellement, des travaux sont en cours. Il s'agit de renforcer les 8 brèches qui sont situées entre le port de Nouakchott et le nouveau marché de poissons. Créée en 2010, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le sommet de Nouakchott va permettre la création de pôles économiques ruraux le long du tracé de la Grande Muraille Verte. Des dunes au nord de la Chine, pays menacé par l'invasion du désert. Ici, des milliers de végétaux ont été plantés à la main dans des carrés de paille sèche pour lutter contre le sable. Un damier précaire censé fixer les dunes. Chaque plante doit s'enraciner malgré la sécheresse. Dans toute cette région du Ningxia, le désert recouvre plus de 80 000 hectares. Mais pour toute la Chine, la superficie est infiniment plus grande. Depuis 25 ans, cet homme incarne ce combat contre le désert. La Chine le qualifie de héros. Pour freiner l'érosion des sols, Wang Youde a mis au point cette technique très originale. Une méthode manuelle qui a fait ses preuves. Dans la réserve de Baijitan, ferme collectiviste qu'il dirige, 450 ouvriers agricoles l'utilisent. Le guerrier des sables affirme qu'il est en train de gagner la lutte. Ici, la vitesse de reconquête des dunes est plus rapide que la vitesse de progression du désert. Monsieur Wang montre avec fierté les végétaux qui poussent dans ce paysage minéral. Au milieu des dunes apparaissent des arbres, des vergers aux pommes goûteuses. Le secret de cette récolte miraculeuse? L'eau, puisée très en profondeur. La ferme de Baijitan, qui vend ses fruits en ville, se finance au 4/5e grâce à sa propre production. Et la lutte à la chinoise contre la désertification est devenue une référence mondiale. Le directeur aurait reçu la visite de représentants de plus de 100 pays. Le président du Parlement du Monténégro est venu. Le président de la République de la Mauritanie est venu, ainsi qu'un responsable de la République de Syrie. Il y a aussi le chef du Parlement du Yémen qui est venu. Mais les succès de M. Wang ne doivent pas masquer la dure réalité ailleurs. D'après les experts, la désertification gagne plusieurs milliers de kilomètres carrés par an en Chine. Et les déserts recouvrent déjà plus d'un quart du territoire. Djenen Bouchaoui, une petite ferme assez atypique. Située à une quinzaine de kilomètres d'Alger, elle est le point de rencontre de passionnés de la terre et soucieux de l'environnement et de l'équilibre écologique, qui se sont structurés en une association appelée Torba, qui signifie en arabe terre fertile, ayant pour slogan « Cultivons notre santé ». C'est le slogan de Torba, cultivons notre santé. Notre santé, on peut s'en charger en la cultivant soi-même. Cultiver soi-même ses légumes, ses fruits, cultiver sa façon de consommer, cultiver sa façon de vivre. Le collectif en lui-même, c'est une thérapie pour tout le monde. Sur ces parcelles de terre, on cultive fruits et légumes, plantes aromatiques et plantes médicinales. Mais cette omniprésence florale n'est pas anodine. Elle attire les insectes tels que les papillons et les abeilles qui participeront à la pollinisation naturelle de certains végétaux. C'est un endroit où on plante des plantes médicinales et aromatiques. Donc là, vous avez par exemple du romarin. Là, vous avez de la sauge. Là, vous avez de la menthe poivrée. Menthe sauvage plutôt. Menthe sauvage. Là, c'est du basilic. Il y en a ici aussi. Oui, du basilic. De la marjolaine. Ben, c'est des plantes qui permettent de... On peut faire de la tisane avec. Pour un meilleur équilibre de l'écosystème, les pesticides sont bannis de la ferme. La solution est traitée naturellement et à base de plantes.
Dans un même contexte, rien ne se jette. Dans cette ferme, on procède à la récupération et au compostage. Les épluchures de fruits et légumes ménagères sont transformées en engrais naturels. Les restes des repas serviront à nourrir les animaux de la ferme. Quant aux bouteilles en plastique, elles seront utilisées comme mini-serres ou pots de plants. L'agroécologie pour changer les habitudes culturelles au Burkina Faso. C'est l'ambition de l'association Interzone pour le développement en milieu rural. Depuis une vingtaine d'années, elle s'emploie à enseigner à ses membres une exploitation responsable des terres. Installée à Beta, une bourgade située à une centaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou, c'est aussi un site de formation et de démonstration de techniques écologiques comme la conservation de l'eau, la fertilisation des sols ou encore les semis en poké. Elle vulgarise aussi l'utilisation de la fumure organique pour les cultures. Le compost aérobique est fait tout simplement par, comme on le dit également, des matières organiques, oui, mais surtout avec du fumier, de la paille, bon, matière végétale, fumier, en utilisant comme vraiment, comme produit en tout cas accélérateur ou quoi, de la cendre, tout qui arrive de la nature. Et donc, ça permet vraiment de développer une vie microbienne dans votre matière que vous allez obtenir à la fin. Avec comme slogan « Nourrir les hommes en prenant soin de la nature », cette association fait de la récupération des sols arides son cheval de bataille. Ainsi, le cordon pierreux est utilisé pour le contrôle de l'érosion, le maintien de la matière organique et des propriétés physiques du sol. Une technique qui fait école. J'ai déjà pu voir la fabrication du compostage, le compost. Et également, bon, j'ai pu voir comment les techniques qui sont employées pour conserver l'eau. C'est très important. Et puis le type de culture qui est faite et également le paillage qui est très important. Cette association est présente dans une quarantaine de villages et compte faire de l'agroécologie la seule voie et l'avenir de l'agriculture des pays sahéliens comme le Burkina Faso. À son actif, plus de 6000 paires de fosses à fumier pour des familles. 6h30 du matin à Tinjdad, une palmeraie du sud du Maroc. Moha est à pied d'œuvre. Son métier, coupeur de dattes et pollinisateur. Au printemps, il monte déposer le pollen sur les fleurs des palmiers femelles. En octobre, il grimpe pour récolter les fruits. La corde n'assure pas sa sécurité, mais celle des régimes de dattes. Un travail risqué et dont la rémunération varie d'une année à l'autre. Le propriétaire me paye parfois en liquide, 1 euro pour les petits palmiers et 2 euros pour les grands. Mais généralement, il me paye avec des dattes. Autrefois, la règle était de donner 1/5 de la récolte. Maintenant, c'est 1/3 et bientôt, ce sera peut-être la moitié. Les prix grimpent car les bras et les compétences manquent. Au cours du XXe siècle, la maladie du bayoud, un champignon qui se transmet par les racines de l'arbre, ainsi que les sécheresses successives, ont décimé les 2/3 des palmeraies marocaines. La production de dattes a chuté et la plupart des jeunes ont quitté les oasis. Les jeunes partent parce qu'ils ne trouvent plus de quoi vivre ici, mais ceux qui restent doivent s'occuper des palmiers. C'est notre culture. D'autant plus qu'ici, nous n'avons que ça. Les palmiers sont la base même de l'oasis. Sans eux, il n'y a rien. Nous devons revaloriser cette culture. Dans des conditions optimales, avec un bon système d'irrigation, un palmier peut produire jusqu'à 100 kg de dattes. Les prix mondiaux étant à la hausse depuis une dizaine d'années, elles sont vendues entre 5 et 10 euros le kilo pour les meilleures variétés. Le Maroc souhaite donc développer la filière et la moderniser. Pour la première année, un salon international des dattes a même été organisé. 3 millions de plants vont être plantés pendant 10 ans, de 2010 à 2020. Il va y avoir une partie qui va être en renforcement de la palmeraie traditionnelle et une partie va être des extensions. Et ces 3 millions de plants vont nous permettre de doubler la production. L'enjeu est de taille, car au-delà de la production de dattes, il s'agit de sauver les oasis en évitant que les gens migrent vers les villes. Les palmeraies abritent environ 1,6 million d'habitants et constituent les derniers remparts contre l'avancée du désert. Le Burkina Faso est un pays agricole. Plus de 80% de la population vit de cette activité. Une agriculture pluviale, tributaire des aléas climatiques. En réponse à cette problématique, des agriculteurs ont trouvé des techniques pour mieux produire sur des sols arides tout en évitant l'exploitation anarchique des sols.
L'une de ces techniques, c'est le zaï, une méthode de réhabilitation des terres dégradées. La technique du zaï consiste à creuser vraiment des trous sur son terrain qu'on va amender avec du compost pour aller un peu plus vite en tout cas. En même temps que tu récupères tout ton espace, tu fertilises également tes cultures du jour. On se fait un trou de 40 cm de diamètre sur 20 cm de profondeur. Et la terre des 10 premiers centimètres là, ça c'est à mettre à part. Et la terre maintenant des 10 derniers centimètres aussi à part. Une fois que vous mettez, parce que c'est estimé à 1 kg de compost qu'on va mettre dans le trou. Au Burkina Faso, cette technique est accompagnée de la fabrication du compost. Des agriculteurs réunis au sein de l'association Interzone pour le développement en milieu rural vulgarisent cette technique. Sadio Bandé est un animateur agricole. Sa mission, accompagner les paysans dans la récupération des sols. Lorsque nous sommes au village, nous sensibilisons les paysans à fabriquer la fumure organique pour qu'ils abandonnent les engrais ainsi que les pesticides. Car même si les terres sont dégradées, on peut les récupérer tout en évitant l'exploitation anarchique des sols. Outre le zaï qui permet de récupérer des sols, les cordons pierreux aussi permettent d'endiguer l'érosion des sols. Il faut noter que cette technique s'est exportée dans des pays voisins comme le Mali et le Niger. Certains pays de l'Afrique de l'Est sont même en train de l'adopter. Des échoppes en bois remplies de fruits et légumes, le bétail qui déambule dans les allées étroites, c'est l'affluence sur le marché de Mekele dans la province du Tigré au nord de l'Éthiopie. Tekiagos est vendeur de céréales, aujourd'hui ses affaires sont prospères. Mais il se souvient de ces mêmes allées durant la famine de 1984-85 qui a fait selon les bilans entre 400 000 et 1 million de morts. À cette époque, la situation était vraiment dramatique. Les personnes mouraient dans la rue sans que l'on comprenne pourquoi. La municipalité ramassait les corps et les emmenait en voiture pour les enterrer. Au début des années 80, alors que l'Éthiopie est victime d'une sévère sécheresse, la dictature marxiste de Mengistu Haïle Mariam tente d'affaiblir les rebelles du Nord et entraîne le pays dans une famine sans précédent. Mais 30 ans plus tard, les images d'enfants affamés qui avaient choqué et ému le monde entier sont bien loin. L'Éthiopie a développé un système d'alerte, il repère les zones où une situation d'insécurité alimentaire peut surgir. Les autorités veillent également à conserver d'importantes réserves de grains, environ 400 000 tonnes à ce jour. L'autosuffisance signifie que nous devons utiliser au mieux les ressources dont nous disposons afin de ne dépendre de personne. Nous avons des terres et une main-d'œuvre qui ne demandent qu'à travailler. D'ambitieux projets d'irrigation dans des villages tels que Abra, Béa permettent à ces sols arides de devenir de précieuses terres arables. Une cinquantaine de réservoirs retiennent les eaux de la saison des pluies. Et les résultats sont impressionnants. Ce système a permis à la production agricole du village d'être multipliée par 4. Grâce à ce projet, nous assurons notre sécurité alimentaire. Ces gens qui ne mangeaient qu'une fois par jour ont désormais 3 repas par jour. Le réservoir va se remplir et verdir les environs, ce qui permettra aux champs du village d'avoir suffisamment d'eau pour être cultivés. Le gouvernement éthiopien espère sortir de la pauvreté et rejoindre les pays à revenus intermédiaires d'ici 2025. Un objectif ambitieux. Mais ici, dans la province du Tigré, la végétation a déjà repris ses droits sur le paysage de sable et de pierre. Il y a la Grande Muraille de pierre, construite il y a 2000 ans. Et il y a la Grande Muraille verte, beaucoup plus récente, quelques dizaines d'années tout au plus. Il s'agissait à l'origine de protéger Pékin des vents de sable venus du désert de Gobi et qui étouffent la ville régulièrement au printemps. On a donc planté des millions d'arbres à la lisière du désert, en Mongolie intérieure, à 200 km de la capitale, avec une certaine efficacité. Mais entre-temps, la menace a changé. Pékin étouffe toujours, mais moins à cause du sable que du dioxyde de carbone et des particules fines qui s'accrochent dans nos poumons. Et pour cela, même remède que pour le sable, les arbres qui agissent comme des aspirateurs à carbone.
L'agriculture absorbe aussi le carbone. Mais l'avantage des arbres, c'est qu'ils sont plus efficaces et plus ils grandissent, plus ils absorbent. Enfin, ils vivent des décennies, voire des siècles. Pour être plus efficace, cet aspirateur à carbone doit être plus proche de la source, plus proche donc de Pékin. La Grande Muraille Verte s'est donc avancée jusqu'au cœur de la ville, dans ce parc de 680 hectares, le double de Central Park à New York, planté à l'occasion des Jeux Olympiques. Mais l'essentiel est autour de la ville, dans un rayon de 100 km. On plante à marche forcée, dans les plaines ou dans les montagnes. La surface des forêts dans la province de Pékin est ainsi passée de 27% à 41% en 15 ans, 50% de mieux. Nous avons maintenant 11 000 km² de forêt dans la province et nous dépensons 2,7 milliards d'euros chaque année pour cela. Ces arbres absorbent 120 millions de tonnes de carbone, c'est considérable. Cet effort n'aurait pas de sens s'il n'était accompagné de mesures drastiques pour limiter la production de CO2. On a détruit ou fermé des centaines d'usines ou de centrales et maintenant on entre dans l'intimité des gens jusque dans leur chambre à coucher, jusque dans leur lit. Le moyen de chauffage traditionnel dans le nord de la Chine, c'est le kang. Le kang, c'est ça, c'est une sorte de lit collectif où dort toute la famille et qui réchauffe toute la maison. Alors, il est en général chauffé au bois, du sol jusqu'au matelas, avec une efficacité énergétique très mauvaise. On a donc inventé un kang surélevé qui consomme 2 fois moins d'énergie. C'est bête comme chaud, mais il suffisait d'y penser. Des tomates bio cultivées avec soin jusqu'à la récupération des fientes de poules pour en faire du biogaz. Ici, à la ferme Songhai au Bénin, rien ne se perd, tout se transforme. Créé il y a 30 ans par Godfrey Nzamujo, un prêtre américain d'origine nigériane, cette ferme est devenue un véritable modèle. Son mot d'ordre, maximiser la production sans avoir recours aux produits chimiques, coûteux pour les agriculteurs et nocifs pour la santé. Ce n'est pas n'importe quelle production, mais une production saine. Une production qui assure la bonne santé pour les producteurs et pour le consommateur et pour le sol. Donc c'est vraiment, on remet l'agriculture au centre de la nature et l'homme. Au départ, juste un lopin de terre, l'exploitation s'étale désormais sur 24 hectares. Tous les produits cultivés sont transformés et distribués sur place, un concept qui génère une activité économique autonome. On a réparé cette image de l'Afrique, l'Afrique qui tend la main, l'Afrique qui reste vraiment victime de ça. Mais quand vous regardez les jeunes aujourd'hui, vous voyez les gens vraiment debout, les gens qui sont prêts à attaquer, qui sont prêts vraiment à prendre en main l'avenir. Quotidiennement, une armée d'employés et d'apprentis s'active pour produire des fruits, des légumes et du riz, mais aussi élever des poissons, des porcs et des volailles. Paul suit un atelier pâtisserie. Il souhaite reprendre l'activité agricole de ses parents afin de travailler de façon plus rentable. D'abord, avec la méthode moderne, il y a la rapidité des activités. Ce qu'il faut faire en 2 jours, avec la méthode moderne, en 2 heures, tu as déjà fini avec. Donc c'est ce qui m'a le plus enchanté à Songhai. Songhai répond aux défis de la pauvreté et de l'environnement. C'est aussi une école. Chaque année, 400 élèves fermiers sont sélectionnés et formés. De retour dans les villages, les jeunes agriculteurs lancent des exploitations modernes et bio. Le concept a aussi réussi à essaimer hors des frontières du Bénin avec l'ouverture de centres au Nigeria, au Sierra Leone et au Libéria et des projets dans 13 autres pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Je suis en Inde, mais je rentre de la RDC et du Cameroun. J'ai été voir mes amis Antoinette et André. Je les ai vus travailler sur leur propre terre, sur l'agriculture naturelle, à faire de leur ferme un modèle pour leur population et leur communauté. Je me dis que nous, INDP, nous devons répondre à leurs demandes de soutien, pour 3 raisons. La première, c'est qu'ici même, en Inde, nous mettons en place des projets qui sont des modèles d'agroécologie pour nos populations. La deuxième, c'est que
Il y a beaucoup de similitudes entre ces pays africains et l'Inde sur le plan climatique, sur le plan géographique, sur le plan culturel. Et la troisième, qui à mon avis est la plus importante, c'est que nous devons, en Inde mais aussi ailleurs, renforcer des projets, des alternatives qui existent déjà. Alors maintenant, il faut répondre efficacement. C'est pour cela que je me tourne vers mes anciens stagiaires, des stagiaires d'INDP qui connaissent INDP, ses valeurs, ses principes, sa façon de faire et le terrain aussi en Inde. Donc il va y avoir Megan, qui elle est technicienne agricole, qui va pouvoir sur le terrain faire les premiers bilans, qui va pouvoir aider, conseiller et préparer avec les populations le projet final. Il y aura aussi Audrey qui, elle, va être chargée de la sensibilisation, de la communication et tout le volet pédagogique. Je vais aussi les accompagner pour moi être responsable du cadre politique du projet et du cadre général. Nous allons donc à Troyes nous rendre en juillet 2016 sur le terrain pour une période de 2 semaines. Et donc sur place, nous allons, chacun de nous, effectuer un bilan, un état des lieux de ce qui existe, de ce qui pourrait être fait. Nous allons aussi leur présenter, leur proposer des modèles sur lesquels nous avons déjà travaillé en Inde, des fiches pédagogiques, des tableaux, des suivis, des rapports, etc. Et troisièmement, nous allons avec eux définir, dessiner, imaginer ensemble le projet qui va se mettre en place sur 2 ans, le projet d'agroécologie qui va donc servir de modèle pour ces pays et ces populations. Les tomates étaient plus grosses, on n'avait pas besoin d'engrais. Mais au fur et à mesure, la terre s'appauvrit, donc ça ne peut plus être comme avant. Et avec la chaleur qu'il y a, on est obligé, pour faire les vivriers, les légumes, tu es obligé de mettre l'engrais dessus pour que ça soit bien. La banane ne produit plus comme avant, lorsque la terre était fertile. Dans la banlieue d'Abidjan, Eliane fait figure de résistante. L'État ivoirien a décrété son village zone industrielle. Les EVA qui poussaient ici sont de plus en plus rares et le mercure augmente. Pour Eliane, pas question d'abandonner sa production vivrière. Pourtant, la baisse des rendements l'inquiète. Ces cultures ne lui suffisent plus. Elle doit désormais acheter des compléments au marché. Quand il n'est pas dans ses champs au Niger, Djibo, lui, se rend de colloques en conférences pour porter son message. Aujourd'hui, à Bruxelles. L'éleveur de bovins est à la tête d'un réseau de producteurs d'Afrique de l'Ouest. Il milite pour que les agriculteurs ne soient pas laissés pour compte, eux qui sont confrontés quotidiennement au réchauffement de la planète. On ne peut pas aujourd'hui nier qu'il y a le changement climatique. Ça aussi, ce n'est pas possible. Quel que soit là où on est, qu'on soit du sud, qu'on soit au Sahel, qu'on soit au milieu, aujourd'hui, le changement climatique, il est là. Il est devant, il est dans la maison même des gens. Pluies imprévisibles, sols dégradés, rendements en baisse, les agriculteurs sont de plus en plus vulnérables. Et pourtant, on leur demande toujours davantage d'efforts pour produire plus vert. Le système agroalimentaire représenterait au total 1/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, une solution, aider les producteurs à passer de l'agro-industrie à l'agroécologie. L'agroécologie propose de produire à partir d'une diversité de plantes dont on étudie les combinaisons pour qu'elles puissent se soutenir mutuellement. C'est une agriculture plus intensive en connaissances, qui exige une transmission du savoir, mais moins intensive en intrants. Et c'est la seule agriculture qui convient à notre siècle. Autre piste complémentaire, un changement d'habitude des consommateurs. En choisissant des produits frais, cultivés localement, avec un minimum d'engrais et de pesticides, chaque citoyen peut agir au quotidien et soutenir durablement un autre modèle agricole. L'élevage est l'un des secteurs économiques retenus comme solution face au changement climatique à travers la séquestration du carbone. Les ministres français et sénégalais de l'agriculture ont ainsi visité un fournisseur de la laiterie du Verger
à Patibado, à 16 km de Richard Toll. Dans cette ambiance très fraternelle, plusieurs points ont fait l'objet d'échanges, notamment comment faire de ces éleveurs de réels acteurs du développement local. Ensuite, le temps d'un déjeuner au cœur de la zone sylvopastorale avant de visiter les premiers arbres qui témoignent de l'effectivité de la Grande Muraille Verte. Je sais maintenant que sur le terrain en Afrique subsahélienne, qui est un enjeu colossal en termes de stockage de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi en termes de développement et de fertilité des sols, il y a des expériences, il y a des projets qui sont en cours et qu'il faut qu'on encourage. Si je suis venu en tant que ministre de l'Agriculture français jusqu'ici, c'est bien parce que je souhaite vraiment passer un message très fort. Quand on a lancé l'initiative 4 pour 1000, c'était il y a un peu plus d'1 an à Montpellier. C'était pour dire l'agriculture et les sols agricoles seront une partie de la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que souvent, on disait l'agriculture, l'élevage, c'est un problème, ça émet des gaz à effet de serre. Ben non, nous ce qu'on essaye de montrer, et ici comme ailleurs, c'est que les sols agricoles, une agriculture pensée avec des modèles de production adaptés et en même temps stockant du carbone, ça peut marcher. Dans le cadre de l'initiative 4 pour 1000 des sols pour la sécurité alimentaire et le climat lancée lors de la COP 21 à Paris, la diffusion des pratiques agronomes visant la séquestration du carbone est devenue un enjeu de taille. Ici, dans la Grande Muraille Verte, elle s'explique ainsi. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'une partie du carbone qui est dans l'atmosphère peut être fixée par des arbres et par la photosynthèse. Après, il faut qu'on garde les arbres, parce que sinon on rejette le carbone qui est stocké, parce que ça c'est du carbone. Et on essaye aussi, avec les feuilles et tout l'humus qu'on peut trouver, de remettre du carbone dans les sols. À Ouidou Tingoli, Stéphane Le Foll a eu droit à plusieurs exposés, tous orientés vers la lutte contre les changements climatiques et l'autonomisation des populations rurales, des travaux de recherche qui montrent le lien étroit entre sécurité alimentaire et climat. Sécurité alimentaire et lutte contre le réchauffement climatique peuvent être tout à fait compatibles, sont compatibles, puisque le fait de stocker du carbone dans les sols, ça permet d'améliorer la fertilité des sols et donc la production agricole. La Grande Muraille Verte a naturellement été l'un des sites qui a le plus marqué la visite de cette délégation française au Sénégal, car ici, le volume de séquestration du carbone est énorme. Aux frontières du Sahara, quelques arbres esselés, menacés, on le voit sur ces images, par l'avancée du désert. Lui, qui gagne en moyenne 2 km par an, tuant toute végétation sur son passage. Éviter que ce scénario ne se répète, faire reculer le désert, rarement l'homme n'avait été si ambitieux. En 2008, l'Union africaine décide de planter des arbres, c'est la Grande Muraille Verte. Dans 11 pays de la région, sur plus de 7500 km, une barrière de végétation de 15 km de large. Où en est ce projet colossal, 8 ans après son lancement? Nous sommes allés dans le nord du Sénégal, là où tout a commencé sous l'impulsion du gouvernement sénégalais. Près du village de Ouidou, en cette saison des pluies, 3 mois par an, l'herbe reverdit le désert. Preuve que tout espoir ici n'est pas perdu. Nous sommes bien sur la ligne de front de la lutte contre la désertification, embarqués avec ces jeunes hommes de la région, les bâtisseurs de la Grande Muraille Verte. L'équipe est dirigée par le sergent Ndiaye. Venez! Où est celui qui doit creuser? Allez, on commence. Au bout de 8 ans, l'organisation est bien rodée. Sur des tranchées déjà labourées, des équipes de 3. Le premier creuse, le suivant met la plante dans le trou et le dernier enfin consolide l'ensemble. En fait de muraille, ces jeunes hommes reboisent des parcelles de 500 hectares, protégées, clôturées. Ça, c'est la protection, pour se défendre de la divagation du bétail. Vous voyez, là-bas, c'est des bœufs. Il faut protéger pour donner au plan le maximum de chances de survivre. Depuis 2008 que ce programme existe, environ 2 millions de plants par an ont été mis en terre chaque année. Cela peut paraître considérable, mais ce n'est qu'un début. L'idée, en fait, sur ces parcelles, c'est de multiplier par 20 la densité des arbres. Mais c'est dans 20 ans, il y a encore du travail à faire. Les arbres plantés sont souvent des acacias du Sénégal, qui survivent dans ce climat aride.
Illustration sur une parcelle plantée au tout début du programme en 2008. Certains arbres mesurent ici jusqu'à 2 mètres de haut. C'est vrai, les résultats commencent à être visibles. La faune change. Des oiseaux qui avaient disparu font leur retour, attirés par une nature plus généreuse. La population également y trouve son compte. Les femmes du village, tout particulièrement. C'est elles qui s'occupent des jardins maraîchers, mis en place dans le cadre de la muraille verte, avec à la clé des légumes et des fruits qu'elles ne connaissaient même pas. Des fruits qui n'ont pas besoin d'être arrosés et des revenus nouveaux pour les 248 femmes qui travaillent ici. Avant, il n'y avait pas de fruits et légumes dans cette zone. Maintenant, on en a avec ces jardins. C'est une révolution pour nous. C'est très bien tout ça. Mais si on avait davantage d'eau, ce serait extraordinaire. Il nous faut de l'eau. Pour les pommes de terre ou encore les carottes. La bataille contre le désert est loin d'être gagnée. On le voit d'ailleurs, prêt à faire disparaître l'herbe qui existe encore. Mais l'adhésion de la population est une première victoire. À l'image de ce berger, pourtant sceptique au début du projet. Avant, on ne trouvait plus rien dans la brousse. Maintenant, on retrouve des choses importantes. Tout ce qui nourrit, on le trouvera dans la Grande Muraille Verte. Avec ses réussites et ses limites, l'expérience sénégalaise est aussi une exception. Sur les 11 pays de la Grande Muraille, certains n'ont même pas commencé, comme le Mali ou le Soudan, touchés par la guerre. Le Sénégal fait partie du tracé de la Grande Muraille Verte. Nous sommes concernés par 540 km sur un tracé de plus de 7000 km. Et donc le Sénégal à ce jour a pratiquement l'une des plus grandes réalisations. Nous sommes à peu près sur 150 km, certainement c'est un peu moins du tiers. Mais pour nous, en moins de 5 ans, ce sont des avancées extrêmement importantes. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités en termes de réalisation, notamment les activités agro-silvopastorales, le reboisement des périmètres, le maraîchage. Et donc il y a beaucoup d'activités qui ont un impact socio-économique certain, qui ont permis de fixer les populations, de réduire le chômage, de réduire l'exode et le déplacement surtout des jeunes. Même l'élevage, ça a eu un impact parce qu'il y a eu beaucoup de récoltes fourragères au niveau donc, des parties reboisées où il y a des protections qui ont permis vraiment d'avoir beaucoup de récoltes pour le bétail. Donc globalement, le Sénégal, en tant que pionnier, a fait beaucoup de réalisations. D'ailleurs, pendant cette cinquième session du Conseil des ministres, les ministres membres des États membres ont souhaité faire une visite de terrain pour voir un peu l'exemple du Sénégal. Et cette visite du terrain aura lieu le jeudi. Beaucoup suivent l'exemple du Sénégal. Ce sera pour nous l'occasion de partager notre expérience pendant cette visite de terrain. Et donc nous sommes accompagnés par un certain nombre de partenaires. Et sur le plan institutionnel, le ministre mauritanien l'a rappelé aussi, l'Union africaine, le programme des Nations Unies pour l'environnement, toutes ces organisations internationales accompagnent le Sénégal et accompagnent l'initiative de la Grande Muraille Verte. C'est ainsi que notre mission a commencé en zone aride d'Afrique subsahélienne, dans la région du Ferlo, au nord du Sénégal, où la pluviométrie ne dépasse pas 300 mm d'eau par an. Peu d'espèces végétales sont capables de résister à une nature aussi hostile, et parmi elles, un arbre prodigue au nom prédestiné, le dattier du désert. Sa stratégie d'adaptation en a fait une des 4 espèces sélectionnées pour constituer la Grande Muraille Verte, une ceinture végétale de 7000 km de long sur 15 km de large, de Dakar à Djibouti, afin de lutter contre la désertification et la pauvreté au Sahel. Le Sénégal est le pays le plus avancé dans le programme. La Grande Muraille Verte, c'est un programme panafricain. C'est un programme qui a pour objectif de lutter contre la désertification. En ce qui concerne le Sénégal, nous avons 545 km de long sur 15 de large, ce qui nous fait une superficie à traiter de 817 000 hectares. Le programme au niveau du Sénégal a démarré depuis 2008, avec en moyenne 5 000 hectares de plantation par an. Nous avons des parcelles qui ont des superficies variant de 500 à 2 000 hectares, c'est énorme. Et les écartements au niveau de ces parcelles, c'est de 5 mètres entre les plants et de 8 mètres entre les lignes.
Donc au niveau d'un hectare, on a 250 plants en moyenne. Il ne s'agit pas de constituer un mur végétal, mais de planter des arbres afin de restaurer progressivement l'écosystème et d'offrir aux populations locales des ressources durables. Une des clés de réussite de ce programme ambitieux, la création par le CNRS d'un observatoire homme-milieu destiné à évaluer l'impact de ces plantations. C'est donc naturellement que l'Institut Cloran a souhaité soutenir ce programme de développement durable qui permet notamment aux femmes de cultiver un jardin potager et ainsi de diversifier l'alimentation quotidienne par la consommation de fruits et légumes. Il faut aussi se rendre compte que quand on met en place des plantations, c'est pour que ça puisse donner des revenus aux populations. Quand ces plantations auront grandi, quand on va exploiter la gomme, quand on va exploiter les fruits forestiers, notamment les fruits de balanites, que les populations puissent disposer là de revenus qui puissent leur permettre de rester sur le terroir. Il est vrai que ce programme de la Grande Muraille Verte, cette collaboration, nous tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de protection de la biodiversité végétale et d'améliorer notamment la santé et la qualité de vie de cette population locale. Et de mener cette action humaniste tout en alliant notre mission phare de protection de la biodiversité végétale, c'est vraiment un projet qui nous paraît fabuleux et plein d'espoir pour l'avenir. Parce qu'à Fafa, sa mission, c'est de reverdir le Sahel. Et en fait, ils ont accompagné la mise sur pied des oasis autour de Ndjeman et dans les villages environnants. Nous, quand on venait là en 92, dans le village, il n'y avait que de vieilles personnes. Tous les jeunes étaient entre Dakar, Thiès et Mbour, en train de travailler. Alors, quand on a commencé à installer le programme, lorsqu'ils nous trouvaient là, ils nous disaient mais vous venez au suicide. Ici, rien ne pousse. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec le programme, les gens commencent à retourner au bercail et ils sont nombreux. Ceux qui, après leur retraite, aujourd'hui sont installés dans des oasis, ils sont en train de gagner mieux leur vie que quand ils étaient en activité en ville, à Dakar ou à Mbour. Du coup, est-ce que l'agroécologie, c'est vraiment quelque chose qui est adapté ou est-ce que c'est quelque chose que les Blancs ont amené du coup Non, l'agroécologie est bien adaptée. Ce sont les gens qui ne sont pas adaptés. L'eau est à 4 mètres. Donc l'agroécologie n'est pas quelque chose d'importé. Les gens le pratiquaient bien avant. Seulement, ils ne comprenaient pas que c'était de l'agriculture écologique. C'est quand les pesticides, les engrais, les OGM sont entrés qu'on a oublié, qu'on dit voilà la solution la plus rapide. Taf, tu mets de l'engrais, tu mets des pesticides, ça va. Et après, on a vu la catastrophe que ça a mené. Allô? Ça va bien et toi? Nous sommes dans un déficit de suivi et de sensibilisation à l'agroécologie, d'où la nécessité de mettre en place des animateurs, des acteurs de l'agroécologie dans les différents villages. Et comme Terre Humanisme avait une expérience au Maroc et au Burkina Faso, on a pris appui sur eux pour mettre en place une formation d'animateurs en agroécologie. Vous voyez tout ce monde-là qui vit, qui bouge, qui tourne autour du compost.
De par sa position géographique et ses caractéristiques agroécologiques, Haïti est un pays vulnérable aux aléas climatiques. La dernière décennie a été particulièrement violente. Le milieu rural est le plus affecté par ces phénomènes, à cause de l'érosion des sols et la déforestation. La chute de la production agricole et la détérioration des conditions de vie des familles rurales en sont quelques conséquences. Le projet de renforcement de la résilience au changement climatique mis en œuvre par la FAO en partenariat avec les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture vise l'amélioration des systèmes de production agricole en vue d'une adaptation au changement climatique et une diminution des risques de désastre. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le projet intervient dans les départements du Sud-Est et de l'Ouest. Les activités du projet se déroulent autour de 4 composantes. Une première composante concerne la production de semences et de matériel végétal de variétés de cultures résilientes au changement climatique. Komagua, non seulement le plus résistant avec soleil, avec vent qui saute vent là, il est résistant avec alizène. Parce que alizène était rabouche-toi et au planté même là. La différence c'est que Komagua, il est monté le plus adapté, n'a pas celle-là dans la zone, passer à alizène. Une deuxième composante consiste à des essais et à l'application des techniques résilientes au changement climatique. Parmi ces techniques se détachent, entre autres, la plantation de rampes vivantes pour lutter contre l'érosion, l'agroforesterie pour une gestion intégrée des ressources naturelles et une diversification de la production, l'agriculture de conservation pour améliorer la structure des sols à travers différentes techniques telles le labour minimal du sol, la couverture permanente et la rotation de culture. La troisième composante concerne la vulgarisation de ces bonnes pratiques à travers les champs-écoles paysans, espaces permettant à l'agriculteur d'observer et de suivre le développement d'une culture durant tout son cycle. Un champ-école paysan, c'est une école pratique. C'est-à-dire, c'est une école qui se fait directement dans le champ. Ils partagent leurs expériences et ils mettent en exergue ce qu'on appelle l'approche participative. La philosophie, c'est la durabilité de la solution trouvée et qui doivent être répliquées dans les champs personnels. Enfin, la quatrième composante consiste à la gestion des risques de désastre. Des plans de GRD élaborés au niveau de chaque commune seront intégrés au plan de développement de l'agriculture et de l'environnement au niveau départemental. À partir des techniques agricoles et environnementales que ces agriculteurs et agricultrices mettent en place, leur capacité de faire face au changement climatique est renforcée et leurs conditions de vie s'améliorent tout en préservant les ressources naturelles. Il y a 15 ans encore, sur les flancs de ces montagnes andalouses, poussaient partout de la vigne destinée à la production du vin de Moscatel. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs ont quitté la région. Comme plus de 30% du territoire espagnol, la Sarquilla est gravement menacée de désertification. José Antonio est l'un des rares exploitants à poursuivre son activité. Le paysage change beaucoup. Même les amandiers et les oliviers sont secs. On est en hiver et il ne pleut toujours pas. Depuis l'été, il n'a plu que 2 fois ici, 35 mm au total. Ce manque d'eau pousse José Antonio à transformer son exploitation. Un avocatier comme celui-là nécessite 100 litres d'eau par jour en été. Et en ce moment, avec le temps qu'il fait, comme il ne pleut pas, on est obligé de continuer à l'arroser. Du coup, dans ce champ, on change de culture. On a planté ces jeunes manguiers et quand ils seront assez grands, on coupera les avocatiers. Tout simplement parce que les manguiers sont beaucoup moins gourmands en eau.
Cet agriculteur est également contraint de privilégier les cultures sous serre. Et il fait le même constat que les scientifiques de Greenpeace. Le réchauffement climatique provoque aussi la prolifération des parasites. À cause du manque d'eau et de la chaleur excessive, ce parasite, la tuta du Pérou, prolifère très bien dans le sud de l'Espagne et durant toute l'année. À 200 km de là, le désert de Tabernas est la région d'Europe où les températures sont les plus élevées. Aux portes de ce désert, les terres sont aujourd'hui presque toutes abandonnées. Le désert est en train d'avancer vers le nord, c'est évident. Vous voyez ici, avant, les terres étaient cultivées. Aujourd'hui, il reste un peu d'élevage dans la Sierra, mais plus d'agriculture. En 2007, l'Andalousie a été la première région espagnole à mettre en place un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Gloria Guzmán est l'une des scientifiques chargées d'évaluer l'impact des changements du climat. Il y a beaucoup de communes où les conflits sociaux liés à l'eau sont devenus très importants ces dernières années. En Andalousie, il n'y a déjà plus assez d'eau pour tout le monde. Et vous croyez que le processus va s'arrêter aux Pyrénées? Non, après l'Espagne et le Portugal, ce sont des problèmes qui s'étendront à toute l'Europe. C'est évident. Grâce à l'utilisation de fertilisants naturels, entre autres, l'équipe de Gloria a montré comment réduire de 80% l'énergie fossile consommée par les cultivateurs d'oliviers. Mais selon elle, les efforts de la région ne servent à rien sans l'instauration de mesures drastiques au niveau mondial. Le 12 décembre 2015 restera une grande date pour la planète. À Paris, il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. Merci. Vive les Nations Unies, vive la planète et vive la France. Merci. C'est la tyrannie des minorités. Et la tyrannie des minorités, mes chers amis, fait reculer chaque jour davantage la République. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés, et même quelques sacrifices. Depuis toujours, les agriculteurs façonnent nos territoires. La France, première puissance agricole d'Europe, c'est à eux qu'elle le doit. Mais à Gonesse comme ailleurs, leurs terres sont menacées. Immeubles, routes, parkings, centres commerciaux. Chaque année dans l'Hexagone, 60 000 hectares de surfaces agricoles disparaissent sous du béton. 20 mètres carrés par seconde. C'est comme si tous les 6 ans, le département du Rhône était rayé de la carte. Pourquoi les terres agricoles sont-elles si souvent sacrifiées? Quelle est la responsabilité de nos élus et de l'État? C'est pas parce que c'est l'État qui le fait que c'est forcément toujours très bien. On va intervenir, on va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Quelles sont les conséquences? Ils veulent tuer l'agriculture, ils veulent tuer les petits agriculteurs. Sans l'agriculture, sans les paysans, demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Demain, il sera peut-être déjà trop tard. On a une planète magnifique et tout ce que nous savons faire de cette planète magnifique, c'est un champ de bataille. Un chemin de vie hors du commun, à brinque-ballé Pierre Rabhi d'Algérie aux usines automobiles de Paris. En 1961, dans l'incrédulité générale, il fuit la capitale et s'installe dans une ferme au cœur de l'Ardèche. On rencontrait les paysans qui nous disaient « Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Il n'y a pas de vie ici, il faut retourner en ville. » Il s'accroche, épouse Michel, parisienne elle aussi, élève sa famille, longtemps sans eau courante, sans électricité, subjugué par la beauté du lieu. La terre est pauvre, tout juste bonne à nourrir un troupeau de chèvres.
Alors il développe des trésors d'imagination, en dehors des dogmes agricoles de l'époque. Plus d'engrais chimiques, par exemple. Ce fumier des animaux, on l'a composté et c'est comme ça qu'on a commencé à créer les premiers engrais organiques vivants que l'on a mis dans notre terre. Bien avant tout le monde, il développe l'agroécologie. Tous les déchets organiques sont mis là, donc stratifiés, mis en fermentation. Et on obtient ce terreau-là. Et petit à petit, il va faire école. On le réclame sur les terres arides du Sahel. Au Burkina Faso, ces méthodes naturelles, enseignées directement aux paysans, multiplient par 3 les rendements agricoles. Ça donne de la vitalité au sol. L'engrais chimique, ça tue le sol. On a aujourd'hui une agriculture qui, pour produire, est obligée de détruire. Ces combats deviennent politiques. Avec son ami Didier Meunier, il aide les paysans d'Haïti à échapper aux semences OGM. Didier, c'est bien, tu nous parles de semences reproductibles, de semences libres, mais où est-ce qu'on trouve les souches? L'humanité est entièrement menacée par la cupidité des gagneurs d'argent. Et à travers une dizaine de livres, Pierre Rabhi raconte comment il est devenu militant de la décroissance. Faire comprendre que la croissance est le problème, c'est pas la solution. Même une baleine, ça s'arrête de croître quand même. Il y a un moment où imaginez une baleine qui s'arrêterait jamais de croître, où est-ce que ça nous mène? Et c'est cette croissance-là qui a établi les règles de l'économie, qui en fait n'est pas de l'économie, c'est du pillage. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Et quels enfants laisserons-nous à la planète? Il s'interroge, sa fille apporte des réponses concrètes. Elle a créé une école et un hameau écologique. Méthode éducative nouvelle, maison en terre et en bois, isolée avec de la paille, uniquement des matériaux locaux. D'autres projets encore portent ces idées. L'utopie de Pierre Rabhi est en marche. Je suis paysan. Et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. Donc il faut bien comprendre que ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre, c'est une action et une mission la plus belle qui soit. J'attends que ça se finisse et puis que l'aéroport arrive. Moi, ça ne m'apporte rien parce qu'à l'âge que j'ai, j'en ai rien à faire, mais c'est pour les jeunes et puis pour ceux qui viennent derrière. À Notre-Dame, on n'a rien du tout. À Notre-Dame, on n'a qu'une usine, on n'a plus rien. Il y a juste quelques maisons qui se construisent et puis c'est des gens qui viennent d'ailleurs qui sont peu de passage. On n'a plus qu'une petite épicerie. Puis